Voilà, avant de donner la parole à Serge Regnault et Michel Papillard, je laisse quelques instants à Emmanuel Torlasco pour qu'il nous dise l'objet de cette réflexion sur les matériaux. C'est lui qui l'a proposé au Conseil. Et donc, c'est le moment, Emmanuel, de nous dire ce que tu as en tête autour de cette question des matériaux qui font la ville. Oui, c'est l'histoire de plusieurs rencontres en fait. La première rencontre était une rencontre très enrichissante entre la SNOF et l'UNICEM Pays de la Loire, puisque c'est à ce moment-là que vous m'avez appelé pour parler d'un ouvrage qu'ils avaient écrit sur la carrière de Misery. Et ça, c'était une première rencontre. Et cette rencontre en a suivi d'autres. Une entre l'ASNOF, l'UNICEM et la revue Place Publique. L'UNICEM, c'est l'Union nationale des industries de carrière et matériaux de construction. Vous comprenez pourquoi on a été intéressé rapidement à la chose. Deuxième rencontre avec la revue Place Publique qui a porté le projet éditorial avec l'ASNOF. Revue Place Publique et ses partenaires au premier partenaire, c'était la Fondation d'entreprise du Crédit Mutuel, que je remercie. Je sais qu'ils sont là. Parce qu'ils ont, sans leur engagement, on n'aurait jamais réussi à réunir autour de la table la ville de Nantes, l'UNICEM, la SNOF. Et donc, je les remercie encore, la Fondation, parce qu'ils nous ont été d'un grand soutien et d'une grande aide. Dans les dans la troisième rencontre qu'il y a eu, c'était ce hors-série et son public. C'est l'histoire et les Nantais qui se sont rencontrés. Et pour nous, ça a été un élément de redécouverte un petit peu du patrimoine et du patrimoine qui était à l'intérieur des cités. J'ai découvert comme ça, grâce à Serge, qu'il y avait quelque chose comme une quinzaine ou une vingtaine de carrières et de sablières à l'intérieur de la ville de Nantes. La Contrie, c'est une ancienne carrière, mais la Beaujoire aussi, c'était une sablière. Donc c'est intéressant de retisser ce lien. Et du coup, une fois qu'on a eu cet ouvrage qui est sorti, je vous le recommande, il est vraiment très bien, profitez-en. Vous n'aurez pas les signataires sous la main tout le temps. A émergé cette idée de se dire, mais pourquoi pas initier un premier cycle de conférences sur la construction de la ville, qui est un petit peu l'essence même de la revue Place Publique, qui parle toujours d'urbanisme notamment, et la carrière de Misery, qui était un pan de cette histoire. Quand même, tous les pavés de Nantes ont été produits dans cette carrière. Je crois qu'on avait fait une estimation comme ça, c'est 1 million de mètres cubes pendant 5 siècles à peu près, qui ont été sortis et qui sont sous nos pieds aujourd'hui. Et on s'est dit, relions un petit peu notre histoire, nos histoires personnelles à ce passé et au futur. Et on a dans la suite deux projets d'audition en conférence qui viendront là, et j'arrêterai là. Un, de faire venir le directeur de la cellule économique régionale de la construction des Pays de la Loire, parce que son propos est éminemment économique, et donc ce type de portée-là est toujours intéressant comme éclairage, en plus de l'histoire. Et la troisième audition que nous avons envisagée c'est les 3 BN en fait. On est les biscuits nantais, bois, briques, béton à Nantes, pour parler des matériaux qui font la ville. Et après, on évaluera ce qu'on pourra faire, mais sans doute plein d'autres idées. Mais en tout cas, si on démarre avec ces 3-là, c'est une manière de parler de construction, de parler de notre quotidien, et puis de nous relier aux lieux et dans les lieux dans lesquels nous vivons. Merci. Merci, Emmanuel. À vous, messieurs. On vous écoute. J'espère que les petits problèmes techniques qu'on a eus sont résolus. Pas tout à fait, mais bon, c'est pas grave, on va faire avec. Oui, l'image est un peu déformée. Elle est pas, elle est compressée. Bon, c'est pas grave, on va y arriver comme ça. Bon, donc nous allons intervenir aujourd'hui au nom de la SNOF. Donc c'est là, je suppose. Donc la SNOF, Société des sciences naturelles de l'Ouest de la France, est une vieille société savante, fondée en 1891 dans le cadre du Muséum d'histoire naturelle de Nantes, et qui est toujours d'ailleurs hébergée par le Muséum d'histoire naturelle. Donc la SNOF, c'est une société des sciences naturelles, comme son nom l'indique. Elle est pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'elle fonctionne en partie en les activités en sections. Il y a une section botanique, mycologie, une section entomologie, une section ornithologie et une section des sciences de la terre
et de l'univers. Alors moi, j'interviens dans ce cas-là en tant que responsable de la section des sciences de la Terre. Serge est vice-président de la société, notre président est quelque part, et notre trésorier aussi, dans l'Assemblée. Voilà, donc au niveau de ce que nous avons fait, c'est au niveau de la section des sciences de la Terre. Nous avons travaillé depuis plus de 10 ans sur le patrimoine géologique particulier de la ville de Nantes, qui est constitué de ces anciennes carrières en milieu urbain, les carrières d'une manière générale, on va en parler un tout petit peu. Et puis en particulier, parmi ces carrières, évidemment, la carrière la plus emblématique, qui est la carrière de Misery. Pas uniquement par les projets actuels, mais de l'histoire de la carrière de Misery, c'est la carrière la plus emblématique de Nantes. Alors, quelques jalons, on vous met quelques jalons de ce que l'on a pu faire. Alors, ce que je n'ai peut-être pas dit en présentant la SNOF, c'est que cette société est destinée, entre autres, à faire connaître la science, ses travaux. Voilà. Alors, nous, on a travaillé depuis un moment sur cette question des carrières de Nantes et de la carrière de Misery en particulier. Oui, je voudrais dire aussi que ma petite intervention là est destinée à ce qu'après vous posiez des questions, faire un débat qui suit. Ce ne sera pas très très long, j'espère que je ne serai pas trop long, parce qu'on pourrait en parler longtemps. Donc, en 2008, on est plus de 10 ans que l'on s'y intéresse, on s'y était déjà intéressé suffisamment pour qu'en 2008, on organise à Nantes le centenaire de la réunion extraordinaire de la Société géologique de France. Et dans ce cadre-là, on a organisé une visite commentée de la carrière de Misery. Qui avait été déjà visitée en 1908, d'ailleurs. Donc c'est déjà un site qui était repéré dès cette époque-là comme un site intéressant. Voilà. En 2008, on a essayé de repasser dans tous les endroits où la réunion extraordinaire de la Société géologique était passée 100 ans avant, faire un peu le bilan de l'évolution des différents sites. En 2009, on avait déjà pris contact avec la direction du patrimoine et de l'archéologie de la ville de Nantes pour voir comment on pourrait faire quelque chose sur ce patrimoine des carrières de Nantes. Et puis, comme à partir du moment où on avait accumulé quand même, on avait commencé, c'était pas fini, mais commencé à accumuler pas mal de renseignements sur cette carrière, en vue des journées du patrimoine, on s'est dit que les journées du patrimoine étaient une bonne occasion pour faire connaître les différents aspects de cette carrière aux Nantais. Donc, en vue de ces journées du patrimoine 2010, on avait édité, avec l'aide de la ville de Nantes, édité un petit dépliant en 3 parties qui s'intitulait « La carrière de Misery, de la géologie à l'histoire ». C'est un peu ce qui nous a guidés. On s'intéresse à la géologie au départ, mais on est amené, pour comprendre cette carrière, à mettre le nez dans son évolution, donc dans son histoire. Alors, les journées du patrimoine du 19 septembre 2010, on a eu une affluence absolument extraordinaire. On a assuré 3 visites, et la visite de l'après-midi, il y avait trop de monde, on a dû faire 2 groupes. Il y avait énormément de monde, ça intéresse évidemment d'abord beaucoup de personnes, et à plus forte raison les gens du quartier de Chantenay, évidemment. Et d'ailleurs, c'était intéressant, parce que pendant ces visites sur place, il y a des gens qui connaissent bien, qui s'intéressent à l'histoire de leur quartier, nous ont fourni des renseignements que l'on ne connaissait pas toujours. Donc
ça fait échange, c'est toujours bien. On a participé le 2 juillet 2017 à l'animation sur un dimanche à la carrière de Chantenay. Dans cette animation, un peu tous azimuts, nous, on a proposé un parcours géologique. Donc là aussi, on a été quasiment débordé par le monde, mais je crois que c'est tout le monde qui était débordé par le monde. Les gens qui faisaient les sorties botaniques, pareil, avait énormément de monde, les groupes prenaient un peu de retard les uns par rapport aux autres. Bon, on ne va pas s'en plaindre, hein, c'est victime du succès de ce genre de manifestation. Donc après, est intervenue la parution en mars 2018 du numéro spécial de Place Publique. On reviendra sur la genèse de cela. Et comme ça venait de paraître, eh bien, il était évident, pour le faire connaître, que nous avons participé ce qui s'appelait au départ les 80 jours de la carrière, en avril, mai, juin 2018. On a fait 2 exposés et tables rondes, et on a fait 3 balades historiques. Je crois même que c'est 4, en fait. Les balades dans et autour de la carrière. Là aussi, c'était sur inscription, on a fait à peu près le plein. Bon, alors, voilà, résumé un petit peu, on a travaillé beaucoup et je passe sur le fait des heures et des heures passées pour certains de nos membres aux archives. Hein. Il y en a qui sont dans la salle, là, qui sont des fervents des archives et qui ont trouvé énormément de documents intéressants, dont certains, vous les retrouvez dans les illustrations du numéro de Place Publique. Et puis de travail en réunion, d'essayer de mettre en forme, de mettre en place quelque chose de publiable. Ça a été long, ça a été difficile. Et c'est vrai que quand on s'est adressé à Emmanuel Torlasco en lui demandant si l'UNICEM pouvait nous aider, ça a bien, grâce à lui, j'en remercie encore, ça a bien débloqué les choses. Alors un petit contexte géographique et géologique. Alors géographie, bon, ça c'est photo satellite classique. La position de la ville de Nantes est assez particulière quand même. Et si ça ne se voit pas bien ça se voit sur cette vue satellite. Mais si on prend une carte du relief, on voit très bien que la ville de Nantes, tout le monde sait que c'est situé au confluent de la Loire et de l'Erdre, mais c'est aussi l'endroit où passe le sillon de Bretagne. Alors c'est très connu aussi, bien sûr, mais le sillon de Bretagne, c'est lui, on va voir tout à l'heure, qui est responsable des fameux granites qui sont exploités à Misery et dans d'autres carrières nantaises. Alors le contexte géologique, sur cette carte, vous voyez, alors ça c'est peut-être moins connu du grand public, la géologie, on s'intéresse avec Serge à faire connaître le patrimoine géologique. C'est difficile, tous les patrimoines biologiques, historiques, etc. Tout le monde les connaît. Patrimoine géologique, on a plus de mal à le faire passer. Et pourtant, c'est la base de tout. C'est le substratum sur lequel tout a pu se construire, et ça se construit en fonction de ce qu'il y a dans le sous-sol. C'est évident. Alors ici, à Nantes, et Misery à plus forte raison, encore plus près, on est sur ce qu'on appelle, j'ai marqué sur la carte, là, le CSA. CSA, c'est cisaillement sud-armoricain. C'est
une grande fracture, un grand accident géologique qui part de la pointe du Raz, vous voyez au bout de la flèche, c'est ça, et qui va jusqu'en Vendée. Alors cette grande fracture correspond, elle date de la fin de la formation de la chaîne hercynienne. On doit dire aussi chaîne, on devrait dire même chaîne varisque en géologie. Il y a plus de 300 millions d'années. Alors maintenant, la tectonique des plaques est assez connue quand même, commence à se vulgariser. C'est un contact de deux plaques qui datent de cette chaîne hercynienne. Et puisqu'on parle de cisaillement, ça veut dire que ça a coulissé, ça a glissé les deux plaques l'une contre l'autre. Et ça se voit, si on va, là c'est pas l'objet, je ne l'ai pas mis là, mais on peut voir sur des minéraux déformés dans un sens, dans certaines carrières de Nantes, à Chantenay. On voit très bien dans quel sens ça a bougé. Hein. Une déformation dextre, comme on dit. C'est-à-dire que ce qu'on voit en face est parti vers la droite. Donc, on est sur ce CSA et vous voyez tout le long de ce CSA, toutes les taches rouges, là, c'est du granit. Hein, ça a été l'occasion de mise en place de poches de granit tout au long de ce CSA. Et au niveau de Nantes, eh bien, c'est le granit dit d'Orvaux. Oui, c'est un lobe pareil, comparable. Voilà. Parlez bien dans le micro, Oui. notamment parce qu'on enregistre. Donc, Ah bon, d'accord. Quant au sillon de Bretagne, le sillon de Bretagne, souvent, on fait un petit peu... Les gens qui connaissent le cisaillement sud-armoricain pensent que le sillon de Bretagne, c'est tout ça, c'est tout le long. Mais non, c'est particulier. C'est sur ce CSA de Pontchâteau. Ouais, c'est assez net. Alors, là, vous avez une carte. Non, il n'y a pas de souris. Si. Je peux montrer, oui. Là, il y a une carte. Donc, on est sur le cisaillement sud-armoricain. Mais de Pontchâteau jusqu'à Nantes, vous voyez ceci, tout ça, c'est une zone surélevée. Donc, c'est le seul endroit de tout le long du cisaillement sud-armoricain où des déformations, pour certaines récentes, quand je dis récentes, c'est éventuellement quaternaire. Ça a commencé avant, mais ça se continue. Il y a des micro-séismes qui personne s'en rend compte, mais cette partie-là a été soulevée. Donc, ailleurs, sur le CSA, il n'y a pas de différence de relief. Au niveau du sillon de Bretagne, au sens strict, hein, le sillon de Bretagne, il y a une marche. Hein. Cette marche, quand vous allez de Nantes à La Baule, par exemple, ou à Saint-Nazaire, à Saint-Penay, vous descendez le sillon de Bretagne. On s'en aperçoit très bien, c'est très très net. Et on arrive dans la zone effondrée de la Brière. Donc, pour les carrières de Nantes, une carte géologique simplifiée centrée sur la ville de Nantes avec la position des carrières. Alors, c'est peut-être écrit trop petit pour que vous puissiez lire, mais vous le retrouvez dans l'ouvrage, bien sûr. Hein. C'est fait à partir d'extraits de l'ouvrage, entre autres. Donc, sur une carrière géologique simplifiée de Nantes, donc vous voyez qu'il y a les couleurs rouges ici, c'est le granit. Le sillon de Bretagne, il longe là. Hein. Et ensuite, là, vous avez surtout des teintes vertes, vert clair, qui correspondent à des micachistes. Donc c'est assez tranché. Et pour évoquer tout de suite l'histoire des matériaux qui ont servi à construire la ville de Nantes, eh bien, la première remarque que l'on peut faire, puisque Nantes s'est établie surtout côté est de l'Erdre, hein, donc sur cette zone-là, les premières habitations, les gens autrefois prenaient les pierres qu'ils trouvaient sur place. Donc ça a été construit à partir de micachistes.
Et les micaschistes, c'est une roche qui se débite en feuillet. Et donc, à partir du moment où on a voulu avoir des constructions, quand on avance dans l'histoire, qu'on a voulu faire des constructions qui se tenaient un petit peu mieux, avec des murs avec des pierres mieux façonnées, eh bien, il a fallu aller chercher dans les granites et gneiss là, de la butte de Chantenay. Donc historiquement, d'abord, on a construit les maisons les plus anciennes, elles sont en micaschiste, et après, on est venu chercher des roches de granit et gneiss, disons, dans la partie qui joint le sillon de Bretagne. Alors, comme on s'est intéressé à toutes les carrières de Nantes, on a essayé de faire, dans notre groupe, on a bien parcouru les différentes carrières. Et donc, je vous montre là quelques... Alors ça, c'est pas dans l'ouvrage. Ça, c'est parce qu'il est question de matériaux qui ont servi à construire la ville de Nantes. Des carrières dans les micaschistes, surtout sur les bords de l'Erdre. Il y a de belles carrières aussi, comme la carrière Bonamène. Alors c'est en pleine ville. Hein. Et pour certaines de ces affleurements, comme on dit en géologie, c'est dans les terrains de maisons individuelles. On a pu rentrer, faire des photos, discuter avec les propriétaires. Et puis des carrières de granit. Il n'y a pas que Misery, bien sûr. Là, je vous ai mis 3 photos de carrières de granit. La carrière, à gauche, la carrière de la Salle Verte, boulevard de l'Égalité. Alors, parfois, ce sont simplement des talus derrière des parkings en bord de route, mais on a repéré tout ça. On voit encore des traces d'exploitation, là. La carrière barrée sur le coteau de l'Ermitage, déjà. Et puis, une de fameuses carrières de granit aussi, c'est la carrière de la Contrie, où il y a une exploitation importante. À propos de laquelle, d'ailleurs, l'on s'aperçoit qu'il y a des directions privilégiées comme ça, verticales. Nous en reparlerons tout à l'heure, car pour l'extraction, ça joue un rôle considérable. Alors, la carrière de Misery et l'urbanisation de Nantes. Première question, pourquoi Misery ? Alors, Misery, là, à partir de quelques documents dont vous trouverez des représentations dans l'ouvrage, on peut constater, vous voyez ici sur ce plan géométral de Nantes qui date de 1711, vous voyez ici sont figurés un certain nombre de rochers en bord de Loire. Alors en face, il y a une île qui n'existe plus aujourd'hui, l'île qui s'est appelée île Misery, mais aussi île Mabon, parce que c'était son propriétaire. Cette île a été... elle était en sable, hein, alors c'était facile, on l'a enlevée parce que ça gênait la circulation des bateaux. Donc elle a disparu. Alors on la voit aussi sur les documents, là. Il y a de superbes, pratiquement au niveau esthétique et en même temps sur la précision de ce qui est représenté, ces magnifiques documents d'un dénommé Lambert Doumer, qui date de 1646, qui montre des rochers à l'emplacement à peu près de ce qui a été Misery, la Loire et Nantes en arrière. Ici, on voit avec le couvent des Petits Capucins, et on voit très bien, les rochers, ils étaient là, ils affleuraient. Hein. Donc au début, on a dû prendre dans les rochers. Alors le granit, j'aurais pu en parler avec la géologie, mais j'ai introduit là un petit peu le granit de Misery, ce fameux granit de Misery. Alors c'est un granit qui n'a rien d'extraordinaire au niveau esthétique. C'est un granit à grain moyen. Un granit, c'est toujours une roche entièrement cristallisée.
parce que ça s'est refroidi en profondeur. Le granit ne se forme pas en surface, se forme qu'à plusieurs milliers de mètres en profondeur. Donc si on en trouve en surface, c'est parce qu'il a fallu enlever ce qu'il y avait au-dessus. Aussi parce qu'il est remonté. Il faut qu'il remonte et qu'on décape ce qui était au-dessus. Mais enfin, il faut imaginer que la chaîne hercynienne, elle était aussi haute que l'Himalaya aujourd'hui. À l'époque de la fin de l'ère primaire, il y a plus de 330 millions d'années. Il y avait une chaîne de montagnes ici aussi haute que l'Himalaya. Ce qui est un peu difficile à imaginer, mais c'est la réalité. Géologiquement, c'est certain. Alors un granit, c'est entièrement cristallisé, c'est que des cristaux qui sont parfaitement jointifs. Les magmas ont cristallisé complètement en profondeur. Et pour que ce soit un granit, il faut qu'il y ait toujours du quartz, du mica et du feldspath parmi les cristaux. Donc les feldspaths gris un peu beige, les micas noirs et blancs. Alors quand c'est un mica noir, on dit biotite. Quand c'est blanc, muscovite. Le quartz, il est gris, aspect de verre brisé. Voilà. Alors dans un granit, il y a généralement quelques minéraux moins nombreux et pas obligatoires, qu'on appelle les minéraux accessoires. Là, dans celui-là, on trouve de l'apatite, du zircon, de la tourmaline. La tourmaline, certains d'entre vous connaissent peut-être parce que c'est noir. Ça fait des baguettes noires. Oui. Donc l'échantillon que vous avez donc sur votre droite, en fait, est un échantillon du 19e siècle, puisqu'il provient du Muséum d'histoire naturelle, tout simplement. Et donc, donc là, l'écriture Misery, c'est tel que le géologue de l'époque l'avait écrit. Bon. C'est vrai, comme tu l'as dit, ce granit n'a rien d'extraordinaire dans sa constitution. C'est un granit relativement banal, à grain fin, sauf que par endroits, il a subi des déformations. Il a subi des déformations du fait de sa proximité avec justement le cisaillement sud-armoricain. Et donc sur les cartes géologiques, on voit bien que les cartographes, ceux qui ont cartographié donc, sur la feuille de Nantes, bien, ont figuré justement ces zones plus ou moins déformées, plus ou moins donc, aplaties, je dirais, dans le granit. Mais c'est assez subtil en fait. Même sur place, c'est assez difficile dans la carrière de le voir. Bon. Donc malgré donc, sa banalité, je dirais, il a ce petit caractère distinctif malgré tout. Et cela peut-être d'ailleurs sera abordé plus tard lorsque nous reparlerons de la reconnaissance de ce granit en tant que matériau. Oui, alors parce qu'autrement, photo de gauche, un granit qui n'a pas subi de compression au moment de sa formation, les cristaux sont répartis de manière homogène, très régulière. Alors comme c'est entièrement cristallisé et que les cristaux sont parfaitement emboîtés comme un puzzle en 3D, c'est une roche qui est quand même d'abord imperméable, et puis c'est une roche qui a quand même une certaine solidité. Bon, ce qui ne l'empêchera pas, à l'air libre, avec l'eau, l'oxygène de l'air, de voir ces micas attaquer, rouillés. Et dans la carrière de Misery, par exemple, on faisait bien la différence entre le granit non altéré, qui était gris, ils appelaient ça le grison, c'était la pierre noble pour faire les constructions. Et là où ça avait été attaqué, les oxydes de fer colorent ça en plus ou moins beige, rouille pâle. Et donc ça, c'était une pierre de moins bonne qualité, mais qu'on utilisait aussi quand même. Alors, on vous a dit en introduction que cette carrière, elle a fonctionné dès le XVe siècle. Alors, vous avez vu les rochers que je vous ai montrés sur les documents tout à l'heure. Ces rochers, on a certainement tapé dedans bien avant. Il y a eu des petites carrières comme ça. Mais si on affirme que c'est dès le XVe siècle, c'est parce qu'on a retrouvé des textes. À partir du moment où on a des preuves dans les archives, on a un texte qui date de 1420. Le seigneur de la Hautière autorise la ville de Nantes à exploiter une carrière sur le coteau de l'Ermitage, où le seigneur de la Hautière avait ses propriétés et son manoir. Alors, on a mis une carte postale du manoir, mais j'ai rajouté en bas
une photo du manoir de la Hautière tel qu'il est visible aujourd'hui. Ça n'a pas changé beaucoup. C'est bien entretenu puisque c'est la propriété, je crois, des Compagnons du Devoir. Donc, voilà. Dès 1420, on a des traces dans les archives d'une carrière à Misery. Alors, on a retrouvé une multitude de documents que vous retrouverez dans l'ouvrage. J'en extrais quelques-uns. Au passage, ici un ordre de M. de Bouillé, lieutenant général au gouvernement de Bretagne, au sieur de Sauzet, gouverneur de Nantes, en date du 12 août 1569, pour qu'il fasse poursuivre l'extraction de la pierre de Misery pour la reconstruction du pont de Pierremille. Alors le pont de Pierremille, il était juste en face, hein, c'était facile. La roche exploitée dans la carrière de Misery était taillée dans la carrière, au pied de la carrière, était mise dans des bateaux qui l'emmenaient sur le pont de Misery, c'était pas loin. Le pont de Pierremille, c'était pas loin pour la construction du pont de Pierremille. D'ailleurs, les premiers, on a retrouvé des traces, les premières fois où il fallait demander des pierres pour le pont de Pierremille, c'était suite à des crues de la Loire qui avaient emporté l'ancien pont en bois. Mais même le pont en pierre, après, il a été emporté plusieurs fois. On peut retrouver dans les archives des choses extrêmement précises, en particulier là des calculs d'un dénommé Nicolas Portail, architecte voyer, 29 septembre 1744, dans les ouvrages qu'il convient de faire pour le décombrement des carrières de l'Ermitage. Alors, il faut utiliser les bons cailloux et puis le reste, ça encombre un peu. Il faut s'en occuper aussi sur le coteau de Misery pour parvenir à quoi c'est mal visible. À tirer du pavé. À tirer du pavé de Misery pour la commodité publique. Et il y a des calculs très précis des coûts. Tout ça, c'est tout à fait intéressant. On n'a pas le temps de détailler maintenant, mais vous pourrez voir ça dans l'ouvrage. Alors, au début du 19e siècle, urbanisation croissante. Donc, les besoins en matériaux deviennent de plus en plus importants. La carrière de Misery n'arrive plus à pourvoir, dans le texte extrait de l'ouvrage, là, n'y pourvoit plus et son extension est une nouvelle fois nécessaire. Le 4 mai 1830, la ville demande à acheter l'ancienne corderie installée derrière la carrière. Moins d'un an plus tard, l'ordonnance du roi Louis-Philippe, hein, qu'on a mis ici en photo, du 9 février 1831, autorise cette acquisition auprès de la famille de Lusancey pour un terrain de 5778 mètres carrés. Voilà. Et donc, on est obligé d'augmenter le périmètre d'exploitation pendant toute cette période et on voit se succéder des adjudications à la fin des années 70. C'est la plus importante exploitation de la carrière de l'agglomération nantaise, puisqu'elle compte 97 des 126 personnes travaillant dans les carrières de Nantes et Chantenay. Donc c'est de loin la plus grande carrière en service. Autre document intéressant, l'état du site très bien connu au début de 1880, grâce au procès-verbal du garde de mine Mathieu Guillier. Donc, il était venu vérifier les carrières et à l'époque, et on reconnaît encore très bien aujourd'hui les 4 entreprises, les 4 localisations. Mais là, on a des plans de 1880. Il y avait 4 entreprises. L'entreprise Hainaut, dite aussi Carrière de la Ville, parce qu'elle avait été acquise par la ville. 38 paveurs, 15 carriers. Alors les paveurs, c'est ceux qui taillent les pavés. Les carriers, c'est ceux qui débitent la pierre.
L'entreprise, ce n'est pas les carriers, ce n'est pas les patrons. L'entreprise Géor, 10 paveurs, 2 carriers. L'entreprise Perroin, 3 paveurs, 2 carriers. L'entreprise Barré, 11 paveurs, 17 carriers. Donc il y a les plans que l'on a retrouvés en bas. Et nous, au point de vue de la géologie, cette carrière de Misery a eu son importance au niveau de la minéralogie. Des minéralogistes nantais célèbres, connus nationalement, se sont intéressés, ont découvert des choses intéressantes, des minéraux intéressants. Je ne développe pas, là on n'a pas trop le temps, dans cette carrière. Et dans la carrière Hainaut, on voit ici, on a retrouvé sur le plan, on se demandait où était le filon. On ne le voit plus dans la carrière maintenant, hein. Vous pensez bien qu'avec Serge et d'autres membres de notre section, on le cherche si on pouvait encore en trouver. Mais il y avait un filon avec une minéralisation intéressante. Alors vous retrouvez ça, les minéraux au Muséum de Nantes, et puis vous trouverez la trace dans l'ouvrage. Un plan datant de 1871 que l'on a retrouvé aussi. Et puis avec, je passe parce qu'il y en a bien d'autres, hein, archives, mais pour ne pas perdre trop de temps, avec tout ça, eh bien, sous la plume de Serge Regnault, on a fait un plan, sur un plan actuel, les rues actuelles, l'évolution de l'exploitation des coteaux de l'Ermitage, la carrière de Misery. On a placé quelles étaient les limites selon les différentes années de l'exploitation. Voilà, c'est là qu'on disait tout à l'heure, globalement, oui, c'est Emmanuel disait, on avait essayé d'évaluer par rapport à la forme du coteau, le trou qui est fait, la quantité de pierres extraites. Tu avais trouvé... J'avais fait 1 million de mètres cubes. 1 million, mais c'est une grossière estimation, très grossière. Avec la carrière d'à côté, en fait. Oui, enfin, oui, c'est vraiment un ordre d'idée, je dirais. Oui, alors c'est toute la carrière là, plus Perroin et Géor. Oui. Non, c'est Barré, c'est la carrière Barré, là où il reste il reste un petit rocher là, qui est toujours resté. Voilà, alors bon, j'insiste pas trop, mais ensuite, évidemment, il y a eu un déclin de l'extraction qui s'explique par un certain nombre de choses. Et tout le monde sait que ça a été l'occasion de l'arrivée des brasseries. Avec une photo, celle qui est en haut à droite, d'une ancienne carte postale, enfin la reproduction d'une ancienne carte postale, qui est très significative, puisqu'on voit... Alors cette carte postale, elle date de 1910, et elle passe en bleu, là, c'est bien. Voilà, elle revient blanche. Et donc, on voit déjà les bâtiments des brasseries et encore les tas de pavés, donc l'exploitation. Et l'extraction du granit cessera, comme ça se termine petit à petit, à peu près dans les années 1920. Mais évidemment, on ne peut pas parler de la carrière de Misery sans parler des pavés, parce que c'est sa réputation. Ça a été pendant longtemps et à la fin sa spécificité. Alors les pavés, ici j'ai mis 2 photos, une photo de pavés isolés. Vous voyez les pavés de Misery, ils avaient une forme conique. Aujourd'hui, quand on fait un pavage, on a des pavés qui sont des parallélépipèdes droits, que l'on scie. Donc ce n'est pas la même pose. Là, c'était posé sur un lit de sable, donc la partie conique permettait une meilleure pose. Et la photo du bas était encore sur le fond de la carrière, visible, faite il y a quelques années. Je ne sais pas s'il existe peut-être encore, peut-être. Avec un document qui est amusant, on a retrouvé une prime de 20 000 francs qui avait été promise à l'inventeur qui trouverait de quoi
tailler les pavés de manière automatique. Cette prime n'a jamais été réclamée, donc jamais payée. Mais aujourd'hui, on n'a plus besoin. On les scie, mais aussi on parallélépipède. Et c'est plus du tout la même pose. Donc, pour illustrer l'importance des pavés dans les rues et les places de Nantes, vous trouverez dans l'ouvrage quelques photos, quelques cartes postales. La plupart du temps, ce sont d'anciennes cartes postales. Il y en a de très très belles, évidemment, témoins de cette époque, de ces pavés nantais. Alors la question pour le thème d'aujourd'hui, les matériaux pour Nantes, pour la construction de la ville de Nantes, la question, qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui de tout ce qui a été extrait de la carrière de Misery? Alors, on distingue 2 points là. Il existe encore, c'est surprenant quand on y fait attention. On n'y fait pas attention, on passe sur des zones pavées. Bon. Mais si on y fait attention, on est surpris, parce qu'il y a eu tout un dépavage ou un recouvrement des pavés par du bitume. Mais finalement, si on fait attention, il reste encore plein de zones pavées à l'ancienne dans la ville. Plein. Et donc la question qu'on se pose, comme c'était la spécificité de la carrière de Misery, il est vraisemblable que beaucoup de ces pavés proviennent de Misery. Mais ce n'était pas la seule carrière qui faisait des pavés. Donc, pour être affirmatif, selon les endroits, évidemment, là, il faudrait mener des recherches dans les archives. Ça, on n'a pas fait, par rapport à ce qui reste aujourd'hui. Ça, c'est des projections pour l'avenir. Si ça intéresse quelqu'un de trouver ça. Voilà. Alors, dans les monuments, le granit, un granit, n'importe qui, aujourd'hui, avec les petits éléments que je vous ai donnés tout à l'heure, peut reconnaître un granit. Un granit, c'est facile à reconnaître. Donc, dans les constructions, je vais vous montrer quelques exemples. Il est facile de reconnaître du granit. Par contre, il est difficile, voire impossible, Serge vous en a dit un petit mot tout à l'heure, de certifier leur provenance. Il n'y a pas qu'à Misery que l'on a extrait du granit pour les constructions nantaises. Il y a eu la Contrie, il y a eu bien d'autres carrières qui sont sur la carte que j'ai montrée tout à l'heure. Et peut-être moins vraisemblable, parce qu'autrefois, on construisait avec les pierres qu'on trouvait sur place, ou pas loin. Mais pourquoi pas une carrière plus lointaine, je ne sais pas, Orvaux. Bon, là aussi, si on voulait le savoir, il faudrait aller voir dans les archives si on peut trouver l'origine des granites de certains bâtiments. Alors, je vais vous en montrer quelques-uns, mais on en a mis que quelques-uns en vitesse pour ne pas alourdir l'exposé. Mais ça serait amusant c'est amusant à chercher. Et après, il faut aller voir dans les archives si on retrouve tel bâtiment, si on sait que c'est du granit qui vient de telle carrière. Ça, c'est un travail que nous, à la SNOF, on n'a pas fait. Voilà. Alors, donc, je vais vous montrer, on va terminer avec ça, je vais vous montrer quelques monuments nantais dans lesquels le granit a été utilisé. Alors là, vous reconnaîtrez facilement, mais là j'ai mis les légendes, on a mis les légendes. Vous reconnaîtrez facilement le soubassement de la cathédrale Saint-Pierre, granit, alors Misery ou pas, mais granit qui ressemble à celui de Misery, pas de problème. Donc, partie 15e siècle. Dans le château, la partie la plus ancienne, 14e siècle, le vieux donjon, pareil, c'est un beau granit qui pourrait être de Misery, mais on ne sait pas s'il vient effectivement de Misery. Quelques autres exemples. Là, on a commencé à ne pas mettre les légendes avec Serge. C'est volontaire, ce n'est pas parce qu'on a été fainéant. D'abord, on n'a pas mis les légendes là, mais ça n'abusera personne. Il est bien évident que c'est le château.
Après, c'est un jeu de trouver où c'était. Ça sera un jeu, mais ça sera quand même pas difficile pour les Nantais. Puis on n'en a pas mis beaucoup. Donc, dans le château, vous voyez les murs extérieurs. Vous avez une alternance de moellons de granit qui apparaissent plus clairs, hein, et alternés, point de vue esthétique, je suppose, c'était la volonté des bâtisseurs, de pierres plus plates qui sont des micachistes. Hein, donc ça fait joli, cette alternance. À l'intérieur, vous voyez dans le grand logis, là, il n'y a que le soubassement qui est fait en granit. Après, ce qui est au-dessus, les pierres qui sont blanches, là, les moellons qui sont blancs, là, c'est du tuffeau. Donc c'est du tuffeau qui devait être amené de la région, la Touraine, d'Angers, etc., par bateau, bien sûr. Mais la base est en granit. Alors donc maintenant c'est un jeu. On se promène dans Nantes et on trouve où il y a du granit. Bon là c'est pas difficile. Hein, c'est dans l'île Fédot. Alors vous voyez la même chose. Il n'y a que les soubassements qui sont en granit. Et avec une petite curiosité si on veut, mais paraît-il esthétiquement ça rompt la monotonie. Vous avez des endroits où le soubassement est pas très haut, et d'autres endroits où il est beaucoup plus haut. Et puis ça peut varier d'un immeuble à l'autre. Là, un peu plus difficile à reconnaître. Pas trop quand même. À gauche, en haut à gauche, le muséum, évidemment. Le muséum. Oui, alors la partie, en fait, le soubassement, c'est l'ancienne hôtel des Monnaies. Hein. C'est la base, en fait, d'un des pavillons de ce qui fut l'hôtel des Monnaies avant d'être palais de justice, puis muséum d'histoire naturelle. Hein, c'est côté rue Voltaire. Là. En bas, vas-y. En bas, ben, c'est place du commerce, mais on le voit mal sur la photo. On ne voit qu'une partie des blocs de granit qui forment le soubassement, donc du palais de la, c'est palais de la Bourse, oui. Oui, c'est ça, palais de la Bourse. Voilà. Bon. Moins connu. Moins connu. Et qui connaît ça? C'est mal connu. C'est la chapelle Saint-Étienne. Comment? Oui, dans le cimetière Saint-Donatien, comme disait monsieur. Oui, oui. Et ça, c'est un monument absolument extraordinaire qui a été construit dans les années 530. 4e, 5e siècle. Oui, c'est ça. Oui, oui. Avec donc une architecture de type gallo-romaine, en fait. Hein, l'héritage gallo-romain avec une alternance de moellons, donc de type granitique. Bon. Et de rangs de briques. Hein, donc là, sur deux rangées, une là-haut. Et donc, c'est un appareillage très, très intéressant, un petit appareillage d'ailleurs. Hein, c'est de modules à peu près 10 plus ou moins réguliers d'ailleurs. Bon, ça a été restauré par endroits, hein, mais il y a des éléments granitiques qu'on voit d'ailleurs sur la gauche, en bas. Et d'ailleurs, j'ai eu la surprise l'autre jour de voir dans un de ces moellons, en fait, un morceau de filon, de ces fameux filons qu'on cherchait à Misery. Bon, ça ne veut pas dire que ça vient de Misery pour autant. Hein, mais disons que ça a été la petite surprise quand même l'autre jour de voir ce filon donc, avec des cristaux beaucoup plus grossiers sur la partie gauche de ce moellon. Hein. C'est pas pour ça, je le répète, que ça vient de là. Des filons, il y en a ailleurs qu'à Misery. Hein. Bon, hein, ça serait vraiment des arguments très très faibles en fait. Alors évidemment, cette chapelle a été restaurée. La face qu'on voit là, elle a été restaurée de manière bien plus récente. Mais il reste en particulier sur cette face-là, donc ces éléments qui ressemblent tout à fait, qui ressemblent à du gallo-romain, quoi, hein,
des petits pavés assez ronds et puis alternant avec des briques. Alors, les anciens remparts gallo-romains, les enceintes nantaises. On peut en trouver encore, comme vous voyez sur ces photos. Oui, près de la porte Saint-Pierre, hein, bon, c'est connu des Nantais, bien sûr, hein, pardon, excuse-moi, c'est ultra connu. Donc là, j'ai pas osé aller voir. J'ai pas voulu enjamber, je dirais, la pelouse. Bon, on pourra y aller avec autorisation, mais bon, c'est pas la peine de montrer de mauvais exemples. Bon, et là aussi, c'est un appareillage gallo-romain, bien sûr. Hein. En petit appareil aussi. Hein, bon. Et là, je pense qu'il y a du granit. Là aussi, il faudrait essayer de voir un petit peu comment il est. Bon. Mais bon, ça fait partie de ces éléments, ces témoignages, dont une autre partie de l'enceinte de la même époque est au musée du château, hein, dans une des salles que l'on visite d'ailleurs, où il y a une petite partie de l'enceinte qui est conservée dans une des salles que l'on visite, donc au château de Nantes, hein, au château des Ducs de Bretagne. Puis là, la photo du haut, donc c'était pour montrer l'extension de la ville, donc avec les enceintes donc gallo-romaines et puis les enceintes donc Moyen Âge et puis du comment ça doit être du 13e ou un truc comme ça, je crois. Oui. Donc ce que tu disais d'ailleurs au tout début, c'est-à-dire que la ville s'est implantée au départ justement à cette confluence et sur du micaschiste en fait. Donc les éléments de granit sont exotiques quelque part. Bon, mais d'où viennent-ils? Pour autant, comme on le disait tout à l'heure, il est difficile, pour l'instant, en tout cas, surtout à cette époque-là, puisqu'on ne l'a pas décrit, donc d'avoir des éléments, je dirais, significatifs pour, je dirais, affirmer qu'il s'agit de Misery ou pas. Alors, évidemment, pour arriver à Misery aujourd'hui, donc, évidemment, c'est l'aventure de la carrière de Misery aujourd'hui, c'est l'aménagement paysager et l'arbro-héron. Donc, j'ai mis 2 documents qui sont dans l'ouvrage. Une photo drone peut-être, et puis la maquette telle qu'elle existait quand on a produit l'ouvrage, la maquette de l'arbro-héron. Voilà, alors j'espère que je n'ai pas été trop long, mais maintenant c'était l'occasion pour vous de poser des questions, hein, et on peut entamer le débat avec la participation de tout le monde. Merci de votre attention. Je crois qu'on peut applaudir messieurs Regnault et Papillard. Donc c'est une société savante et on a vraiment eu l'impression d'avoir des savants devant nous sur un sujet très particulier. Effectivement, habituellement, on marche sur le sol sans forcément se préoccuper de la manière dont il a été composé. Et vous nous avez dit des choses très intéressantes. Dans l'ouvrage, j'ajoute, parce que c'est aussi un des aspects que moi j'ai trouvé intéressant, c'est les conflits autour de la carrière, les conflits entre la ville et la famille de Jonzeray, les conflits entre la ville et le département, puisque évidemment il a fallu aussi construire des routes départementales, les conflits entre l'État et la ville de Nantes, et même peut-être des choses qui peuvent rappeler aujourd'hui des conflits entre professions, puisqu'il y avait presque des travailleurs détachés qui cherchaient aussi à venir, voilà, y compris des boulangers qui voulaient devenir paveurs, parce que sans doute c'était plus intéressant financièrement. Mais tout ça est intéressant dans l'ouvrage, donc je vous invite vraiment à le lire, peut-être à l'acheter avant. Des conflits entre carriers eux-mêmes aussi. Entre carriers, oui, tout à fait. Oui. Voilà, donc je n'ai aucun doute, il doit y avoir d'autres savants dans la salle, donc n'hésitez pas à vous manifester, à porter vos commentaires peut-être, ou à poser des questions. Yves ? Bonsoir, ça va? C'était très intéressant.
Maintenant, j'ai l'impression à vous écouter que le seul marché de la carrière de Misery a été la ville de Nantes. Alors ma question, c'est comme il y a juste à côté un quai qui s'appelle le quai Saint-Louis, je crois, et, certainement au début de la carrière, ce n'était pas ce même quai. Y a-t-il eu une commercialisation de cette pierre et peut-être par bateau? Les archives devraient... Oui, oui. Alors, le travail d'archive a été fait aux archives de Nantes, hein, et on n'a pas trouvé de texte dans ce sens-là. C'est-à-dire, même si vous voulez, toutes les archives qu'on a trouvées, c'est dans l'utilisation, j'en ai mis quelques-uns là dans l'exposé, vous en avez d'autres dans l'ouvrage, mais chaque fois on a trouvé des choses, c'était pour un usage sur la ville de Nantes. Oui. Et moi, ça ne m'étonne pas trop. C'est une réponse, on n'a pas trouvé, hein, voilà. Mais ça ne m'étonne pas qu'on n'ait pas trouvé dans ce sens-là, parce que comme je disais tout à l'heure, autrefois, on construisait avec la pierre qu'on trouvait sur place. Par contre, c'est vrai que dans les bâtiments, je l'ai montré, alors parce que le granit, c'est dur, c'est costaud, c'est bien pour faire les soubassements. Là, on a ça. Par contre, il y a bien des pierres qui venaient quand même de plus loin, parce que on utilisait du tuffeau pour que c'est beaucoup plus facile à tailler. Alors moins résistant, évidemment, mais beaucoup plus facile à tailler. Alors il y a des pierres d'importation, oui, c'est sûr, c'est évident. Exportation, on n'a pas trouvé de témoins. S'il y en a qui en connaissent, vous le dites, hein, c'est l'occasion. Est-ce qu'au moins certains des quais ont été construits Ah ben, dès le départ, oui, oui. Alors il y a les quais, c'est important. Les quais, parce que la pierre extraite de Misery partait en partie sur des charrettes, mais surtout sur des bateaux. Et donc, il fallait des voies de communication terrestre, mais il fallait des quais pour embarquer la pierre. Ne serait-ce que pour aller au pont de Pirmil tout près, à construire ou reconstruire le pont de Pirmil tout près. C'était par bateau, ça y allait par bateau. Et d'ailleurs, un canal avait été creusé à un moment donné, je n'ai plus les dates en tête, justement pour acheminer ce granit par voie d'eau. Hein. Donc, quant à la... Pour répondre aussi en fait, à la question de monsieur, il y a d'autres granites qui étaient concurrents aussi, hein, qui pouvaient être concurrents de celui de Misery. Voilà. Hein, qui offraient peut-être des qualités peut-être plus intéressantes, en particulier pour les gros blocs. Parce que là, tout à l'heure, j'ai fait une remarque à propos de la contrée. Hein, avec ces fracturations verticales, là, il se trouve qu'à Misery, on voit bien, hein, mais ça c'est un fait assez banal dans les granites, hein, mais qu'il y a un réseau de ce qu'on appelle des diaclases, des fractures, qui est assez dense et qui, d'un certain point de vue, est très utile parce que ça permet de préfigurer déjà les moellons. Hein, donc, lors de l'extraction, ça facilite l'extraction, je dirais. Hein, mais par ailleurs, lorsque c'est trop dense, trop intense comme fracturation, ça ne permet d'extraire que des blocs d'une certaine dimension. Hein. Et donc, tout à l'heure, lorsque nous voyions là, le vieux donjon, par exemple, du château de Nantes, la question qu'on peut se poser, c'est les modules qui ont servi donc à la construction de ce vieux donjon sont quand même de taille assez imposante. Bon. Et par rapport à ce qu'on peut imaginer de l'extraction à Misery au XIVe siècle, bon, je ne suis pas certain que même malgré le savoir-faire des carriers de l'époque, ils aient pu extraire une quantité aussi importante de granit. Donc ça fait partie des questionnements que l'on peut avoir. Et moi, je pense que là, on se tourne plutôt vers les architectes et les gens de métier donc de construction. Là, ça nous échappe un peu. Hein. Bon, ça nous échappe beaucoup même. Bon. Et donc là, c'est tout l'intérêt aussi de pouvoir, pour les personnes que ça intéresserait, se pencher sur ces archives, hein, sur les archives à la fois publiques et privées d'ailleurs, hein, qui ont utilisé ce matériau de Misery. Hein. Voilà, donc beaucoup de questions encore qu'on peut se poser. Alors, y a-t-il d'autres commentaires? Oui.
Oui, bonsoir. Pour les pierres de granit de la carrière de Misery, ils sont peut-être partis par bateau aussi pour les pierres de ballast. Je sais que ça se faisait. Maintenant, bon, c'est une possibilité. Sinon, autre question, qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui? On a beaucoup de pavés de granit qui viennent de Chine ou d'ailleurs. Qu'est-ce que vous pensez de ces granites? Est-ce qu'on a une qualité similaire ou est-ce que c'est radicalement différent? Non, alors le granit, géologiquement, c'est une roche qui est quand même bien définie, hein. Alors, comme disait Serge, il peut y avoir des granites plus fracturés, il peut y avoir des granites à plus gros grains ou à grains plus fins, mais globalement, un granit, par définition, c'est toujours une roche entièrement cristallisée. Il y a toujours du quartz, du mica, du feldspath. Et donc, c'est une roche qui a des qualités assez identiques globalement, hein. Même si, on l'a dit aussi, à Misery, il y avait les endroits où il y avait le très bon granit qu'on appelait le grison. Là, c'était d'une excellente qualité. Aux endroits où l'érosion a joué un petit peu plus, le granit pouvait être un peu plus altéré, donc était moins résistant. Il y a aussi des variations à l'intérieur du granit, comme Serge a dit tout à l'heure, parce qu'on n'est pas loin du sillon de Bretagne. Et nous, on l'a suivi, ça, les différents affleurements. Plus on se rapproche du sillon de Bretagne, plus les cristaux sont orientés. Ils sont aplatis et orientés. Et au bout du compte, on arrive à une roche spéciale. Alors, c'est un spécialiste, ça s'appelle ça de la milonite, très utilisée par les carriers, hein, qui sont dans ces zones broyées. Même, ça finit par des zones broyées reconsolidées. Donc, ça donne des roches solides. Il n'y a aucune raison, les granites de Chine, il n'y a aucune raison qu'ils soient moins solides ou moins. Mais qu'ils soient de meilleure qualité, même non plus. Il n'y a pas de raison qu'ils soient de meilleure qualité. Emmanuel pourrait répondre aussi, hein. En fait, l'usage de l'un ou de l'autre, c'est pour des raisons économiques. Le problème, c'est le coût de l'extraction, quoi. Hein? Attendez qu'on vous apporte un micro, si vous avez un petit commentaire. Il n'y a pas que le coût de l'extraction, il y a aussi la demande qui est devenue très importante parce que les petits pavés qu'on fait aujourd'hui qui viennent de Chine sont utilisés en milieu urbain et avec tous les aménagements qu'on fait de ronds-points, c'est à la mode en ce moment, mais effectivement, il y a une consommation qui n'est pas du tout à l'échelle parce que quand vous parliez d'1 million de mètres cubes ou 1 million de tonnes, je ne me souviens plus, là, dans votre exposé, aujourd'hui, une carrière d'exploitation, c'est ce qu'elle exploite dans l'année. Peut-être pour apporter une petite précision, effectivement, on avait évalué, Serge, tu avais évalué 1 million de mètres cubes, en gros, quoi, quasiment 2 millions de tonnes de matériaux sur 5 siècles. Aujourd'hui, la production de granulats en Loire-Atlantique, c'est 10 millions de tonnes par an. Voilà, l'utilisation qu'on en fait, c'est celle-ci. Donc, c'est pas comparable. Et en termes de pierres de moellons, quasiment, il n'y a pas de carrière de roches ornementales en Loire-Atlantique. Il faut repartir en Bretagne pour avoir encore de la production de roches pour des pavés, par exemple. Et c'est scié. Tout est scié maintenant. Alors, d'autres questions? Non, vous avez été assommé par le pavé de granit. Pas de commentaires? Si? Voilà. Ah, pardon, ça y est. Il y en a Juste deux. Il y a une petite question concernant le tunnel SNCF. Est-ce qu'il est éloigné de la paroi actuelle visible de la carrière de Misery? Parce que je suppose qu'il est dans le même bloc de granit. Et à quoi, si on le sait, ont pu servir les matériaux d'extraction? Parce que ça représente là aussi un certain volume, le creusement de ce tunnel. Donc ça a peut-être été utilisé aussi pour fabriquer des pavés. Mais c'est...
Oui, voilà une belle recherche à mener. On ne l'a pas menée du tout, on n'a pas du tout abordé le sujet. Mais vous ne savez pas à quelle distance se situe, on doit bien le savoir. Si j'avais fait un essai de projection justement par rapport au document de tracé du tunnel, bon, mais ma mémoire me fait défaut là, je crois, mais ça serait intéressant justement de voir la distance entre ce tracé-là, le passage du tunnel, et puis la zone, en particulier la zone écrasée du granit de Misery. Sachant que l'écrasement est de plus en plus intense quand on va vers l'ouest. Le granit est orienté à peu près nord-ouest-sud-est. Et plus on va vers l'ouest, plus le granit est écrasé, en fait, et intensément déformé. Bon, ça c'est schématique, parce qu'il y a des variations, en fait. Donc c'est très, très, très difficile à voir. Attends, Henri, attendez, il y a deux personnes là, mais prenez le micro, puisque comme on enregistre. Moi, j'aurais tendance à dire quand même, pour continuer la réponse précédente sur le tunnel, à partir du moment où on creuse pour extraire, pour sortir du caillou, pour faire un trou, on ne prend pas de précautions pour extraire des blocs utilisables. Donc je pense, moi, mais je n'en ai pas de preuve, que ça devait surtout être, parce que dans la carrière de Misery, les déblais, c'était le cas, c'est utilisé en remblaiement. Et moi, j'aurais tendance à penser que beaucoup de matériaux qui ont été sortis du tunnel SNCF ont été utilisés pour remblayer, ne serait-ce que avant ou après. Oui. Bonsoir. Oui, j'ai une petite question à côté de la problématique purement du sillon. Sur Nantes, parfois, j'ai entendu parler qu'il y avait des circulations d'eau le long des failles, des circulations. Et je voulais savoir si autour de Misery, dans ce secteur-là, est-ce que vous avez repéré des circulations d'eau, des sources, des affleurements? Parce que c'est intéressant de connaître un peu ces possibilités, et au titre même, y compris de l'aménagement. Oui, alors, pour vous répondre, il se trouve que récemment, je visite régulièrement la carrière, bien sûr, mais il y a des travaux d'aménagement actuellement dans le cadre du projet Jardin extraordinaire. Bon, dans cette partie ouest de la carrière, donc, la société ou les sociétés qui donc d'abord sécurisent les parois, donc on boulonnait les parois, etc. On fait un travail d'ailleurs assez extraordinaire là-dessus. Il se trouve qu'en interrogeant, en discutant avec le responsable de cette entreprise-là, ils ont été surpris par une poche d'eau qui est venue à un moment donné, alors qui a été vite, d'ailleurs, je dirais saturée, enfin disons vidée. Et là, c'est quand ils faisaient des drains, en fait, quand ils drainaient justement les fronts de taille. Donc là, effectivement, d'un point de vue circulation d'eau, il y en a, mais ça, on le voit même, on voit bien d'ailleurs sur les parois qui donnent sur le quai, là, comment s'appelle-t-il, le boulevard, qui passe bas de Jules Verne, là. Eh bien, il y a des suintements, etc., qui continuent, et qui montrent donc sont favorisés par les drains aussi, bien sûr. Et là, donc, il y a forcément de la circulation d'eau. Tout à l'heure, pour reprendre la question de ces fracturations, les zones de fracturation sont des zones justement de circulation d'eau aussi, qui d'ailleurs participent au déchaussement des blocs parfois, qui peuvent donc poser des problèmes de sécurité. Il y a l'érosion des blocs et d'une altération d'ailleurs que l'on connaît très très bien dans les roches granitiques, qu'on appelle l'altération en boule, qui est donc l'altération de blocs déjà délimités par des fractures naturelles, et qui, lors du passage d'eau justement dedans, l'eau va altérer, etc., va éroder en quelque sorte ces limites de blocs. Et donc on arrive au final, in fine, dans le processus, à un arrondissement. Disons, ça s'arrondit, ça devient pratiquement des boules en termes de fin de processus. On en voit d'ailleurs assez bien. Là, maintenant, c'est masqué par la végétation actuellement, mais on voit de ces blocs altérés en boule en bas de l'escalier Jules Verne. Lorsque l'on prend lorsque l'on longe donc le boulevard, donc en prenant sur la droite, et bien juste à la fin de l'escalier, en allant vers Misery justement, on voit sur la paroi des blocs très érodés et tout ça, et ça suinte, ça continue à suinter régulièrement. Donc là, il y a toute une question de circulation d'eau dans ces massifs. Mais ça,
c'est quelque chose de tout à fait banal, je dirais, dans un granit. Hein, bon, hein. D'ailleurs, il est fait allusion dans l'ouvrage à un moment de la nécessité d'évacuer les eaux à l'intérieur de la carrière avec la construction une sorte d'aqueduc pour évacuer l'eau dans la Loire. Oui, oui. Un granit, j'ai dit tout à l'heure, c'est complètement... La roche elle-même n'est pas poreuse. L'eau ne peut pas rentrer entre les cristaux. Mais par contre, le granit, il est toujours fracturé, fissuré. Donc là, l'eau, elle rentre dans les fractures et ça circule dans les fractures. Henri. Oui, plusieurs petites remarques par rapport à la position relative du tunnel et de la carrière position relative du tunnel et de la carrière. Il faut bien mesurer que le tunnel est sous le niveau des chaussées. Si on se reprend place Bouillet, donc dans cette partie-là, il est le plancher de la carrière, si je peux employer cette, est à un niveau supérieur à celui du plancher du tunnel. Deuxième observation, et vous venez de le rappeler, l'imperméabilité du granit fait qu'il était très intéressant pour les fondations dans des zones qui sont particulièrement humides en bord de Loire et même dans des zones plus éloignées de ça. Et troisième point, les circulations d'eau. Bon, c'est peu visible, les gens s'y intéressent, n'ont pas trop l'occasion de le voir. Mais si on regarde la tranchée Babonneau, donc entre la place du René Bouillet et puis l'entrée du tunnel, vous verrez qu'il y a à plusieurs endroits des infiltrations d'eau dans les parements béton qui ont recouvert la partie de la tranchée. J'ai peut-être une question sur la construction de la ville et les matériaux, justement. On a en face de la carrière de Misery un bâtiment qui s'appelle Cap 44 aujourd'hui, qui est en béton particulier, c'est un NBIC. Est-ce qu'on sait ou pas si les granites de la carrière ont servi pour faire les bétons ou pas? C'est une question, je ne sais pas du tout. Est-ce qu'on a une hypothèse ou pas? Non, mais les architectes pourraient nous répondre peut-être. Justement, comme il s'agit de pionniers de béton et tout ça, on a dû faire très attention déjà à l'époque. Bon. Et donc, non, mais dans les documents, je dirais, de type architecturaux, je pense que ces données-là, en termes de fourniture, de matériaux, etc., il y a certainement des éléments très intéressants à découvrir. Hein. Et là, bon, disons que nous, on s'est cantonné justement à une vision plutôt naturaliste, je dirais, des choses, hein, ce qui est déjà pas mal. On s'est tourné, comme tu l'as dit tout à l'heure, beaucoup sur l'histoire aussi, parce que c'était absolument indispensable. Je suis certain qu'il y a énormément de découvertes à faire dans les archives, qu'elles soient d'ailleurs départementales, de Nantes, ou même les archives privées, bien sûr. Hein. Et là, il y a certainement je ne dirais pas des pépites, hein, pour utiliser un terme géologique, mais bon, des choses très intéressantes à trouver. Et donc, pour répondre, Emmanuel, à ta question, je ne sais pas. Hein. Alors, le sable aussi a dû être utilisé, hein, parce que l'arène granitique que l'on voit d'ailleurs, que l'on peut observer dans la carrière, sur la partie haute du mur d'escalade actuellement, donc le front de taille est de la carrière, là, bon, je pense que ce sable aussi a été utilisé, il n'y a pas de raison. Hein, bon, hein, alors pourquoi, etc. Bon, ça c'est autre chose. Alors, est-ce qu'il y a encore une ou deux questions? Si, oui. Moi, je peux en poser une. Qu'est-ce que vous pensez de la reconversion du site finalement en jardin extraordinaire aujourd'hui? Alors là, ça me fait plaisir. Non, alors, ce que Michel n'a pas dit tout à l'heure, mais quand il a fait l'historique des actions que nous avons menées à la SNOF concernant ce site. Bon. Ça fait plus de 10 ans, en fait, qu'on s'y intéresse. Bon. Et il se trouve que ce site, tu as parlé de patrimoine géologique. Bon. Ce site a été inscrit à l'inventaire du patrimoine géologique régional. Et cet inventaire régional a été validé régionalement d'abord et a été validé nationalement, hein, comme les autres inventaires régionaux. Bon. Ça, c'est donc un premier élément montrant l'intérêt patrimonial et naturaliste, naturel plutôt, et géologique de ce site. Bon.
de la carrière. Donc, c'est une chose, ça. Donc, un patrimoine naturel. Bon, pas naturel, anthropisé, on va dire, bon, puisque l'homme y a travaillé beaucoup. Bon. Et donc, de ce point de vue-là, nous, en tant que société scientifique, nous pensons que c'est un lieu de mémoire très, très important, non seulement de mémoire de l'histoire de la Terre, hein, comme on l'a montré tout à l'heure au niveau de formation géologique, mais aussi de la mémoire des personnes qui ont œuvré depuis des siècles dans ce site. Que ce soit d'ailleurs dans les carrières, dans la carrière principale et les carrières adjacentes, je dirais. Donc ces générations d'ouvriers, de carriers, de paveurs, etc., qui donc, ont contribué bien justement à l'urbanisation aussi de la ville, hein, et donc, je dirais, donc au développement de la cité. Bon, donc ça, ce lieu de mémoire là aussi nous paraît très très important. Bon. Donc mémoire des carriers, mais aussi mémoire des gens qui ont occupé aussi, qui ont travaillé dans les brasseries, etc. Donc il y a toute une histoire là qu'il ne faut pas oublier, hein, et qui doit retrouver sa place justement dans le site actuellement prévu, non seulement pour le jardin extraordinaire, mais pour l'Arbreron. Hein, c'est-à-dire que c'est un complément, je dirais, intéressant au projet qui est mené actuellement et qui va aboutir là. Donc, l'idée, c'est que, et ce que nous avons proposé d'ailleurs, c'est évoqué dans le livre, que l'on utilise aussi et que l'on pratique ce lieu lors de parcours, ce que nous avons fait d'ailleurs à plusieurs reprises, les balades et tout ça que nous avons évoqué tout à l'heure. Donc, que l'on parcourt ce lieu en n'oubliant pas ces mémoires, je dirais, des lieux. Et on pourrait imaginer, en utilisant des moyens d'ailleurs modernes, QR code ou autres, d'avoir des points d'arrêt, je dirais, jalonnant le parcours qui serait en bas plutôt du frontail, mais pourquoi pas aussi en haut, hein, dans le jardin, dans le square, etc. Ce qu'ont fait d'ailleurs les botanistes dans le square déjà, hein, par là-haut. Bon. Et donc là, ça pourrait être un complément, je dirais, assez heureux, hein, de la fois l'Arbreron, hein, et du jardin extraordinaire. Donc c'est nous, avec nos petits domaines de compétences, hein, c'est ce que nous pensons de cet apport, je dirais, naturaliste, hein, quant à ce lieu extraordinaire, qui d'ailleurs fait partie de tout un programme qui va jusqu'aux oblates, hein, donc parc des oblates qui a été aménagé déjà. Bon. Et là, on peut très bien imaginer ce que la ville d'ailleurs envisage dans le cadre de l'Étoile verte, hein, de ces parcours, donc le long du fleuve, je dirais, et donc pour la partie qui nous préoccupe pour l'instant davantage, du coteau de l'Ermitage. Voilà. Hein, c'est un peu notre point de vue. Je ne trahis pas, je crois que c'est bon. Hein. Non, je suis tout à fait d'accord. Une petite précision, c'est quand nous, on s'est intéressé à la carrière de Misery, le projet n'était pas lancé, hein, il n'en était pas question. Et il est évident que comme on s'intéresse au patrimoine, on s'est dit, c'est quand même un patrimoine extraordinaire, et on pouvait craindre qu'il ne disparaisse d'une manière ou d'une autre. Hein, quand je dis d'une manière ou d'une autre, c'est parce que je pense qu'il y a eu des programmes de construction qui étaient prévus, qui auraient tout masqué. Donc, quand est apparu le projet du jardin extraordinaire et de l'Arbreron, à la limite, on a vu ça d'un bon œil, en se disant c'est une manière de conserver ce patrimoine, parce que ça fait une sorte d'écrin. Alors, la chose, par contre, on a vu des projets d'aménagement paysager assez foisonnants, je ne sais pas comment dire. Voilà. Alors, quand on a eu quelques réunions, quelques contacts avec les aménageurs, je sais qu'il y a une partie de la paroi conservée pour l'escalade, où là, on peut voir la roche, mais on verrait d'un bon œil que tout ne soit pas couvert de végétation, qu'on puisse voir quand même au moins à un autre endroit la partie minéralisée, la roche telle qu'elle est, quoi, justement pour garder ça. Et d'ailleurs, fort de l'expérience, des différentes expériences qui se sont succédées, hein, nous avons parlé des 80 jours de la carrière, des balades de la carrière aussi, des années précédentes. L'idée aussi, en proposant donc aux
aux personnes, aux visiteurs, donc ces différents parcours. L'idée était non seulement de voir, je dirais, dans la carrière, certaines parties de frontail qui nous semblent les plus caractéristiques, les plus emblématiques, le mur d'escalade justement avec toute l'extraction de la pierre, et ça s'y prête très très bien. Là, la végétation ne reprendra pas le dessus, du fait de l'escalade, justement. Bon. Et par ailleurs, sur le frontail ouest, j'ai eu une discussion récemment avec Romaric et puis les aménageurs, puis les gens de la DDT aussi. Hein, bon. Sur non seulement la sécurisation, je dirais, des frontails, bon, ce qui a été fait, je l'ai évoqué tout à l'heure, bon, et aussi, donc, peut-être que préserver certaines fenêtres, on va dire, d'observation sur les frontails. Bon. Ça, c'est pour la partie basse, je dirais, de la carrière. Et sur la partie haute, lors des balades, nous avions proposé aussi, par exemple, l'avenue de Lusancey. En bout d'avenue, là, un point de vue, un panoramique. Donc, ce qui est repris d'ailleurs. Nous sommes très heureux que l'idée soit reprise quelque part, qu'il y ait une convergence de vues en tout cas, de vues panoramiques en l'occurrence. Bon, et donc sur le Sud-Loire. Hein, où là aussi, on peut, nous, avec notre vision naturaliste, évoquer ce décalage vertical dont tu parlais tout à l'heure à propos des rejeux du sillon de Bretagne, où là, on a un compartiment Sud-Loire qui est affaissé par rapport au nord. Et là, on peut aussi imaginer, soit par une vue panoramique réelle, je dirais, en bout de l'avenue, hein, ce qu'on peut imaginer, ou avec des supports de type QR code ou autres documents je dirais, d'accompagnement de visite. On peut imaginer ces choses-là. Donc là, dans le livre, on n'a pas développé tout à fait cet aspect-là, mais on pourrait très bien, bien sûr, s'y pencher davantage, je dirais, hein, dans la mesure où nous avons quand même un certain nombre d'éléments à ce sujet. Alors, il y a encore oui, plein de mains là. Oui, je voudrais savoir si vous connaissez l'origine du nom Misery, consonance un peu anglaise, anglo-saxonne. Voilà. Consonance misérable. Oui, alors on s'est nous-mêmes posé la question. On nous pose, chaque fois qu'on fait une présentation, on nous pose la question. Bien qu'on n'ait jamais trouvé, puisqu'on a cherché, on s'est posé la question, on a cherché, on n'a jamais trouvé de texte le précisant vraiment, mais quand même, on a trouvé des textes où il y avait une allusion quand même au côté misère. Misère parce que, alors au départ, on était à l'extérieur de Nantes, hein, c'était la commune de Chantenay était une commune d'ailleurs, et puis même au niveau des extractions, au départ, c'était assez misérable. Il y a des chances quand même que ça vienne de là. Une question que vous ne nous avez pas posée, qu'on nous pose souvent, c'est l'orthographe. Pourquoi un I ou un Y? Oui. Voilà. Nous-mêmes, au début, alors il y a des documents, je n'ai pas voulu les changer. Donc vous voyez, Misery écrit. Et puis après, à force d'accumuler des documents, on s'est aperçu que l'orthographe avec le Y, terminé avec le Y, alors il y a Misery, avec E accent aigu ou pas, I ou Y. Donc on a fini par adopter l'orthographe qu'on retrouve quand même le plus souvent dans les textes. Mais on peut tomber sur des textes avec Misery, avec un I. Hein. Gérard. Oui. Est-ce que vous savez si dans les études qui sont faites sur les cheminements, ils sont prévus d'être réalisés avec des pavés, les pavés type ville de Nantes? Parce que le pavé, on s'aperçoit, a quand même une grande importance pour la carrière. Et vous les avez montrés un peu tout à l'heure, mais il y a un savoir-faire quand même qui est assez exceptionnel sur ces pavés. Aujourd'hui, on fait les pavés chinois, vous l'avez dit tout à l'heure, ils sont parallélépédiques, mais ils sont destinés à être posés sur des sous-couches en béton. Les pavés de la ville de Nantes avaient une particularité, c'est que la surface visible, elle est carrée ou rectangulaire. Elle se pose par fil identique et d'un bout à l'autre d'une largeur complète de la chaussée. Et elle possède ce qu'on appelle une queue. Et cette queue a un double effet, c'est-à-dire que d'abord, il faut que toutes les queues soient dirigées dans le même sens, parce que quand on cale avec du sable, le jour où on remplit pour compacter, si ce n'est pas fait comme ça, les pavés s'en vont dans tous les sens, alors qu'ils sont destinés à se coucher les uns sur les autres. Et ça permet en même temps de faire du repiquage, c'est-à-dire que quand on veut entretenir cette chaussée, on peut les relever doucement avec des barres de fer et on les recale à l'altitude. Donc c'est tout un savoir-faire qui est en train de disparaître. Les paveurs de la ville de Nantes en savent quelque chose. Il y avait des équipes complètes qui étaient très très nombreuses d'ailleurs. On n'en voit plus beaucoup.
Tout ça est très vrai. Tout ce que vous dites est très vrai sur le pavé de Nantes. Par contre, mais je sais que dans la carrière de Misery, il va y avoir une cascade. Et au pied de cette cascade, il y a des gros blocs. La cascade tombe sur des gros blocs. Ces gros blocs, Emmanuel, tu sais d'où ils viennent? Ils ne sont pas de Misery, ils viennent de Vendée, je crois. Alors ça, je ne sais pas d'où ils viennent, parce qu'il y a des blocs effectivement qui sont au pied, une partie qui est là. Pour les pavés, c'est très compliqué, moi j'ai pris contact avec Romaric Perrochot ainsi que Maréchal, son prénom, Loïc Maréchal, qui ont mis normalement de côté, je leur ai demandé de mettre de côté des blocs. Et je suis allé voir les compagnons du devoir pour voir s'ils pouvaient tailler les pavés. Mais il n'y a plus personne qui s'est taillé à l'ancienne. Et donc, on ne sait pas si on arrivera à faire quelque chose. Mais normalement, on devrait avoir quelques pavés. Et stock, oui, il y en a peut-être quelques-uns quelque part. Il y en a une bonne partie chez les particuliers, d'ailleurs. Oui, ils ont disparu par là. Par contre, il y a un élément, ça c'est Loïc Maréchal qui me l'a indiqué quand il les avait fait avec Bernard Reichen une conférence sur le bâtiment Cap 44. Je lui avais posé une question de savoir s'il y avait des éléments de la carrière qui venaient de la carrière de Misery à la prison. Et il m'a dit que oui. Et normalement, il y a des marges de la prison qui ont été faits avec des granites de la carrière de Misery qui devraient réintégrer la carrière de Misery pour le projet. Donc on va avoir aussi d'autres éléments. Et c'est des plus gros blocs. Enfin, pour la boutade, si on veut retrouver des pavés, c'est pas très compliqué. On reprend les grèves des métallos de 56 et on va voir que sous l'enrobé, on est capable d'en déterrer. Oui. Ils ont un inconvénient, ils sont beaucoup plus lourds que les petits pavés des Chinois aujourd'hui. Alors, il y a encore Yves Lenné qui a une autre question. Il s'agit manifestement là d'un site exceptionnel et vous avez bien fait de le souligner. Au point de vue climatique aussi, vous êtes forcément conscient qu'il y a là un microclimat lui aussi exceptionnel, car protégé des vents dominants et exposé au sud. Ceci a fait le bonheur de la végétation et des oiseaux. Pendant, il n'y a pas beaucoup d'oiseaux, je ne sais pas, mais moi j'en ai vu. Or, ce jardin extraordinaire, dans la mesure où on peut l'utiliser au profit de la végétation, c'est-à-dire de la botanique et des oiseaux, nous avons fait au Conseil de développement il y a plusieurs années des évocations de tout ça. Ma question est simple. Les promoteurs du jardin extraordinaire vous ont-ils sollicité vos lumières? Sur les oiseaux, non. Alors, les oiseaux, non. Mais on ne va pas rebondir à un autre débat, mais nous avions proposé une grande volière adossée au mur sud qu'on aurait appelé Audubon, puisque celui-là n'a pas été tellement honoré chez nous. Il l'est beaucoup plus aux États-Unis. Et nous avions proposé aussi un jardin botanique. Mais apparemment, je ne sais pas ce qu'il en est, parce que tout ce qu'on fait au Conseil de développement a le mérite d'être publié. Mais écoutez, c'est autre chose. Merci Yves. Bon, peut-être s'il y a encore une question? Non? Oui. C'est pas une question, c'est une remarque, une petite anecdote. Il y a pratiquement devant l'entrée du square Maurice Schwab une rue qui, je crois, est une rue privée qui s'appelle la rue de la Pierre Nantaise. Ça serait dommage qu'elle soit débaptisée un jour parce que cette pierre nantaise
fait partie de l'histoire de la carrière de Misery. Enfin, c'était un monobloc, un monolithe qui se trouvait pratiquement à la hauteur de l'escalier de la butte Sainte-Anne et qui était très célèbre parce que des enfants l'escaladaient très rapidement, dansaient dessus pour gagner quelques petites piécettes. Et l'on demandait aux compagnons du Devoir et du Tour de France qui passaient par Nantes, pour prouver qu'ils étaient bien passés par Nantes, de raconter cette histoire de la pierre nantaise, qui n'existe plus, mais il reste la rue. Tout ça est bien présenté dans Oui, le hors-série. Oui, tout à fait. Écoutez, peut-être une dernière question. Vous avez fait un gros travail sur cette histoire, comme vous l'avez raconté ce soir. Quel est votre programme de travail maintenant? Alors, je parle plutôt de la géologie, puisqu'il y a d'autres sections. Non, pas spécialement sur vos travaux au sein de la SNOF. On continue sur le patrimoine, hein, quand même. Nous avons évoqué tout à l'heure les autres carrières sur la cité. Bon, on pourrait imaginer, mais là, il faut des forces vives. Nos forces s'épuisent un petit peu. Bon, et ça, c'est le lot de toutes les associations. Faire une campagne d'adhésion. Voilà. Et donc, vous voyez bien qu'aussi l'orientation que nous avons donnée donc, à ce sujet sur Misery donc, prend vraiment une part importante, je dirais, de l'aspect historique. Mais là aussi, comme il a été dit tout à l'heure, tout ce qui est construction concerne les métiers d'architecte, etc. Et là, ce serait intéressant, ce serait de pouvoir éventuellement confronter des données ou qu'il y ait des recherches soient menées par d'autres, je dirais, en relais de ce que nous avons fait, parce qu'il y a tellement d'autres choses à faire aussi dans notre domaine particulier. Hein, je crois que tu es d'accord avec moi. Et donc là, est-ce que l'on continuera sur les autres carrières nantaises? Est-ce que sur le patrimoine, on va continuer? Parce qu'il se trouve qu'on participe à l'inventaire régional au sein de la commission régionale du patrimoine géologique. Bon, Michel s'occupe de la Loire-Atlantique, hein, donc il y a de quoi faire. Donc nous avons peut-être des copublications peut-être à venir sur la géologie à Nantes, par exemple. Ça a été fait déjà en partie, mais sous une autre forme. Sur la Loire-Atlantique aussi, on pourrait imaginer un volume. Mais ça, ce sont des projets à très très long terme. La SNOF, notre section est assez quand même, notre président est parti, je crois, mais est une section dynamique, c'est vrai, il faut reconnaître. Mais les projets, donc c'est essentiellement ça, hein, je crois. Hein. Et comme le dit le titre de notre association aussi, on s'intéresse à tout ce qui est dans l'ouest de la France, historiquement parlant, hein, donc le massif armoricain en fait et ses abords. Hein. Donc lorsque l'occasion se présente, soit nous intervenons directement, soit nous faisons intervenir des conférenciers, etc. Et là, c'est tout un travail de recherche, de partenariat, etc. Hein. Donc il y a encore beaucoup à faire dans ce domaine-là. Mais pour Misery, on va continuer hein, jusqu'à l'aboutissement du projet et même au-delà dans la valorisation surtout. Hein, dans la valorisation, je pense qu'il serait intéressant que l'on puisse contribuer justement à apporter notre contribution à la chose. Quoi. Voilà, c'est tout.